Bonjour à tout le monde. Je salue encore mes prédécesseurs pour leur exposé. D'abord, je remercie ce centre et c'est bien d'avoir commencé par l'identité nationale, ce qui pose un problème. Mais le vrai problème, ce n'est pas de poser les questions, mais c'est la capacité de s'écouter, écouter le point de vue, de ne pas essayer toujours de faire noyer le poisson, comme nous savons très bien le faire. Et ça, c'est une expertise mauritanienne. Parce que ici, d'abord, il faut lever les amalgames. Il faut lever toute l'amalgame, toute ambiguïté pour cette question, avant de venir sur ce qui s'est passé. Il faut que les gens sachent que la Mauritanie, le congrès d'Alleg, quand on revient à l'histoire, nous savions très bien qu'il y avait 3 positions. En tout cas, pour ceux qui essaient toujours de faire l'amalgame, de mélanger les événements, d'essayer de rendre ce problème plus relatif, de le simplifier au maximum possible, en essayant de ne pas montrer le caractère grave de ce qui s'est passé. Au niveau du congrès d'Alleg, vous savez comme moi, très bien, je ne fais que vous rappeler cela, il y avait une tendance qui voulait que la Mauritanie se rattache au Maroc. Mais on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Le feu Babana, et vous le savez très bien. Maintenant, on met toujours l'accent sur le côté Sénégal, Mauritanie-Sénégal, parce que les négro-mauritaniens ont des liens familiaux, historiques, culturels avec le Sénégal. Ça montre tout le problème, tout le caractère, l'identité, ça vient là, là où on a faussé. Il y avait une entité qui voulait que la Mauritanie se rattache vers le Maroc. Les gens ne pèsent pas la gravité de cet acte. Il y avait une autre position qui voulait que la Mauritanie se rattache vers le côte sud, qui est le Sénégal, et d'autres qui voulaient en faire un projet unique, un État central. Ça veut dire quoi? On a obligé tout le monde à aller dans le même sens, mais nous n'étions pas encore prêts. Nous n'étions pas encore prêts, c'est ce qui a causé de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que on a tendance à revenir toujours les flammes, les événements de 87. Je vais y revenir, ça c'est des amalgames. Les coups d'État ont toujours existé en Mauritanie. Je ne pense pas qu'il y ait un pays africain qui a commis plus de coups d'État qu'en Mauritanie. On n'en a jamais parlé de coup d'État que celui du tentative. On parle ici de tentative de coup d'État, pas encore coup d'État. Parce que l'honnêteté voudrait que, quand on est musulman, qu'on essaye de nommer les choses telles qu'ils sont. C'est une tentative de coup d'État. Il n'y avait pas encore de coup d'État. Et avant 87, il y avait bien des coups d'État. Il y avait bien des coups d'État qui ont échoué, qui ont réussi. Mais on n'en parle pas. Après 87, il y a eu des coups d'État. Le coup d'État de 2003 qui a fait des morts, qui étaient d'une seule communauté, mes amis, qui étaient tous, ou bien, je peux dire que d'une seule région, plus ou moins d'une seule région, oui. Le coup d'État, oui. السلام عليكم. بعد كان عن فيلم سمحوا لي. طالبين من الساعة من القاعة الصمت. حد منا لا يتكلم. لا ينعطى الدور عاد محاط يتكلم وتوف. Voilà. Ce que je disais tout de suite, voilà la preuve. Mon prédécesseur a parlé des choses. Je suis sûr et certain qu'il y a certaines qui sont là, leur cœur se brise. Mais au moins, ils ont l'intelligence, la culture d'écouter. Et moi, j'en fais partie. Et la preuve est là. On ne va pas entendre la vérité quand elle vient. Et j'espère que ça ne se répétera pas. Bien. Je dis qu'après 2007, il y a eu un coup d'État qui est le plus meurtrier de l'histoire des coups d'État en Mauritanie. Mais ces auteurs, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des anciens députés, des anciens maires, des politiciens qui ont le récépissé, partis politiques, d'autres qui ont même allé jusqu'à demander le suffrage des Mauritaniens. 2 poids, 2 mesures. Et autres encore, les prémices qui montraient que la Mauritanie n'allait pas sur la même voie, sur la bonne voie, du moins. Mais les événements de 60, après l'indépendance, les événements de 66, les événements de 66, on a tendance à dire que c'est les négro-mauritaniens. À chaque fois que les négro-mauritaniens ont écrit quelque chose,
sur la problématique des problèmes de la Mauritanie, on a tendance à voir ça ethnique, racial. Mais le contraire, on ne le dit pas. Quand on parle des bassistes qui ont à l'origine de tout le mal de ce pays, on les voit comme héros, comme c'est la Mauritanie de toute façon. C'est la Mauritanie. Mais en 1966, ce sont des intellectuels qui ont écrit un manifeste. Et dans ce manifeste, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils n'appelaient pas à la violence, ils n'appelaient pas à la séparation, ils appelaient tout simplement, ils dénonçaient des discriminations raciales qui se posaient dans ce pays. Ça veut dire que cette discrimination n'a pas commencé d'aujourd'hui, elle a commencé depuis à la veille de l'indépendance. En 1987, je dis, on a eu des coups d'État. Mais ce coup d'État n'est pas à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut penser pourquoi ce coup d'État a eu lieu. Parce que les discriminations ont débuté depuis l'indépendance jusqu'à arriver en 1987. Et ils ne font que suivre leurs prédécesseurs, leurs frères d'armes qui ont commis des coups d'État avant. Donc, mais voilà, l'amalgame est là. On ne va pas parler de coup d'État de 87, tentative de coup d'État de 87, parce que c'est des négro-mauritaniens, c'est des Mauritaniens, ils n'ont pas le droit de faire de coup d'État. Et pourquoi? L'autre côté, les Arabes peuvent le faire à chaque moment qu'ils le veulent, dans n'importe quelle condition, même d'émettre un président démocratiquement élu, Yarahmou, Sidou Cheikh Abdallah. La position, c'est ça. Donc l'autre chose, on nous dit le manifeste des négro-mauritaniens, parfois j'entends, c'est à l'origine. Mais l'État mauritanien a eu l'indépendance depuis 1960. Il y a eu le manifeste des 66. Il y a eu même d'autres événements qui ont suivi. Il y a eu les BDG, si on revient encore plus anciennement dans l'histoire. Le manifeste des négro-mauritaniens, le premier écrit par les flammes, n'appelle pas à la violence, que quelqu'un me montre l'original de cette manifeste qui appelle à la violence ou à la séparation. Par contre, elle dénonce les discriminations raciales avec des chiffres à l'appui. Avec des chiffres à l'appui. Et à la fin de ce manifeste, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle Ol-Jalab. Ça veut dire que quelle que soit la gravité de ces problèmes, on peut toujours les résoudre. Et d'ailleurs, ce qu'on ne s'est jamais parlé, mais quand on se parle d'une manière négativement. Il suffit que la personne commence à parler et puis voilà, donc différemment, ou d'essayer de donner son point de vue et que les grimaces commencent. Et ça apparaît dans cette salle, comme ça apparaît dans d'autres encore salles. Le manifeste des négro-mauritaniens, ça dit que les événements de 66, ils ne sont pas à l'origine de ce qui se passe, non, ils ont été les conséquences des politiques discriminatoires avant la création de l'État mauritanien. Mais le bassisme, quand on parle, elle est rentrée en Mauritanie dans les années 70, mais les gens oublient que dans les années 70, c'est avant le manifeste avant les flammes de 83. Mais quand on dit dans les années passées, quand ils répétaient dans le riz de Nouakchott, avec le feu, avec les flammes, avec tout, avec du sang, on va arabiser ce pays. Mais moi, arabiser le pays, maintenant, vous voulez qu'on parle de l'identité, par exemple. Mais vous ne voulez pas me reconnaître, moi, en tant qu'entité. Je ne le suis pas, je suis mauritanien, de père, de grand-père, mais je ne suis pas arabe. Dire que je ne suis pas arabe ne veut pas dire que je n'ai pas les arabes et que je n'ai pas droit dans ce pays. Mais ces choses graves de cette organisation, qui est à l'origine de tout le mal, on n'en parle pas ou on en parle peu. Et voilà encore, je dirais, désolé pour ce pays qui est là, la Mauritanie. Donc, et maintenant, si je reviens de ce qui s'est passé exactement, d'après avoir levé toutes les amalgames. Parce qu'on a dit qu'on n'a pas mis les auteurs de tentatives de coup d'État de 87 dans le passif humanitaire. Parce qu'au moins ces gens-là ont été jugés, même si nous savons très bien que les conditions ne sont pas réunies. C'était des conditions injustes, raciales et racistes même, je peux dire. Ils ont été exécutés. Mais il y a eu un jugement, même si c'est un jugement de façade, au moins. Donc, maintenant, quand on dit toutes les victimes, il y a beaucoup d'acteurs politiques, des flammes, qui ne sont pas des flammes, qui sont victimes. Mais on n'en parle pas, nous on n'en parle pas, parce que si on la jette dans la liste, elle va se grossir
elle va se grossir encore. Nous parlons de ces événements parce que c'est ce que vous nous avez dit, 89, 91. Mes amis, certains ont toujours porté le chapeau au Sénégal. Mais pourquoi la guerre Sahara n'a pas poussé l'État mauritanien à expulser tous les Mauritaniens qui ont des liens avec des Sahraouis? Parce que c'est des Arabes. Pourquoi nos conflits politiques avec le Maroc, qui durent depuis très longtemps, n'a pas poussé à exporter, à déporter tous ceux qui ont des liens familiaux et qui existent avec le Maroc? Mais pourquoi? C'est quand il y a un conflit avec le Sénégal et que tous les Kouars, comme vous le dites, tous les Voulane, tous les Soniké, tous les Soniké, tous les Wolofs doivent traverser la rive. Mes amis, il y a le racisme dedans, qu'on le dit ou pas. Moi, je pense qu'il faudra commencer par là. Quand la Mauritanie a adhéré à l'ONU dans les années 60, les pays qui l'ont soutenu, c'est le Sénégal et un peu la Tunisie. Le monde arabe, c'est lui que nous voulons coûte que coûte attacher toute la Mauritanie. Elle ne l'a pas soutenu, c'est la vérité. La crise de 2007, ici, 2007 en Mauritanie, quand Moula Abdelaziz a fait le coup d'État chez Ousseid Abdoulaye, mais c'est le président sénégalais qui a fait la navette avec son âge de 80 ans, détour, va-et-vient entre Nouakchott et Dakar pour régler ce problème. À cet instant-là, on n'a pas vu le Maroc, on n'a pas vu la Tunisie, on n'a pas vu l'Algérie. Donc, il faut qu'on soit un peu honnête avec nous-mêmes. Tous, il faut qu'on soit encore honnête avec nous-mêmes. Si la guerre, si les conflits mauritano-sénégalais peuvent conduire à des exécutions, la guerre Sahara devrait être le même. Nos conflits avec le Maroc devaient être la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, pour ce qui s'est passé en Mauritanie, en tout cas ce qui s'est passé en Mauritanie, c'est un génocide dévoilé. En tout cas, toutes les caractéristiques, ce n'est pas moi qui le dis, toutes les caractéristiques montrent que c'est un génocide. Du point de vue juridique, quand on revient à la définition même d'un génocide, du point de vue de l'intention, on peut prouver encore qu'il y avait l'intention. Du point de vue des victimes, qui sont les victimes? En tout cas, ce sont les peuples, qu'on le veuille ou pas. C'est ça la vérité. Un peu avec les autres ethnies, mais c'était les peuples. Pourquoi il n'y a que les peuples qui sont victimes? Vous vous dites que ce n'est pas tous les Halpars qui sont flamistes. Mais pourquoi alors ce sont tous les peuples qui doivent payer ce prix-là? Il y a un caractère raciste, je le répète. Je dis bien, ce qui s'est passé en Mauritanie entre 89 jusqu'à 92, on enlève le 93, présente toutes les caractéristiques d'un génocide au sens retenu par les Nations Unies en 1948, dont une des conventions reconnaît comme tel tout acte commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Abstraction faite du débat qui peut soulever l'usage des concepts renvoyant au nombre de victimes, à l'ethnie, à la race, voire à la religion, notamment chez certains massacres commis lors des périodes référenciées dont le bilan s'élève ainsi. Nous avons dit plus de 500 militaires négro-mauritaniens torturés, tués, déportés, radiés. Mais ça c'est clair, le nombre le dit. Maintenant, à Inal, dans ces 500 militaires, on a les noms, hein, ce n'est pas de l'enfantillage. Les noms existent, leurs grades existent. Les veuves, les orphelins sont là, ça existe. Ce n'est pas de la politique, hein. Les noms existent, je vous en prie. Maintenant, à Inal, on dit que, pourquoi à Inal? Pourquoi ce qui s'est passé quand on revient de 87, mais pourquoi 87, 5 ans après ou 5 ans après, à Inal, on exécute 28 soldats pour célébrer le 30e anniversaire de la Mauritanie? Quel rapport avec les Flammes? C'est dangereux quand on n'est pas assez courageux et assez honnête pour lire, pour faire face à ces situations, on ne règle pas le problème. Parce que le mauvais diagnostic conduit à la prescription du mauvais médicament. Et là, on n'a pas fait le mauvais diagnostic. Et à Inal, il n'y a pas que les 28 soldats pendus. Non. En écoutant le capitaine Dja Youssouf Eliman, qui était un des rescapés, il a dit qu'à Inal, ils sont arrivés 150 militaires.
Je dis, doyen, vous avez les noms? Il me dit, j'ai les noms, j'ai les grades. 150. Combien en sont ressortis? 90. Ça veut dire qu'il y a 60 qui ont péri la vie à Inal. Et ça, ce n'est pas le tout, hein. Ce n'est pas le tout, mes amis. Les noms existent, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Les noms sont là, existent. Et maintenant, et les autres fausses communes à Ochi, à Sorimale, ces fausses communes, ces villageois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, c'est des choses qui sont là, qui sont vérifiables. L'Enferdinal de Simamadou le dit, j'étais à Walata du capitaine Boy Moussa Haroun le dit, et je n'en finis pas encore les humiliations qui ont été faites au niveau de la vallée. À un moment donné, à chaque fois qu'on entendait, en tout cas moi j'étais tout petit, je voyais un parent qui allait au village, on lui demandait, Kari, ça y est, tu veux dire un homme Kari, Belo Mousselli, Holno Wadi, Ornjaltate Djamba. Dis à tel, comment vont-ils? Est-ce qu'ils vont bien? Dites-leur que quand la crépuscule, qu'ils ne sortent pas. C'est-à-dire qu'au niveau du Valais, dans les années 90, c'était l'humiliation. Et un doyen que je remercie, Ismail Moul Abdelkader, qui est un arabe honnête, je dis bien, je le dis, qui a écrit le Mizan de Sarandogu. Dans le Mizan de Sarandogu, ce n'est pas un Foulani qui l'a écrit, ce n'est pas un Wolof qui l'a écrit, c'est un arabe qui a écrit, c'est un intellectuel qui l'a écrit, c'est un ancien ministre qui l'a écrit, c'est un ancien wali qui l'a écrit, et qui forme encore des walis pour mieux gérer leur wilaya. Il y a toutes les humiliations qui se trouvent dans la vallée. Quel est le rapport avec des mouvements politiques, des courants politiques? Rien du tout. Et vous avez vu récemment, avec la pression des jeunes, parce qu'on ne peut pas toujours nier ce problème. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils le savent. On peut tuer des personnes, on ne peut pas tuer l'idée. Aujourd'hui, ce n'est pas les victimes qui sont là, ni les politiques que nous sommes, qui ont soulevé la question. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui, âgés de 20 ans, 25 ans, dans les réseaux sociaux, qui ont soulevé ce problème. Ce n'est pas les partis politiques, les veuves sont là, ce n'est pas eux qui l'ont soulevé, c'est la pression de la jeunesse aujourd'hui qui ont soulevé ces questions, qui ont amené Oulfaïda à répondre, qui ont amené Oulsouvi à répondre. Jusque-là, j'ai passé un mois dans les réseaux sociaux, je n'ai vu aucun responsable politique, flammiste, je ne sais pas, AJDMR, appelez ça comme vous voulez, les veuves, ou qui a écrit une déclaration officielle. Ce n'est que les jeunes aujourd'hui. Le danger vous guette, ça veut dire qu'il faut, une bonne fois pour toutes, régler ce problème. C'était vraiment un génocide causé par l'État, un État raciste, qu'on peut le dire. Maintenant, les intentions. L'intention était là parce qu'on est allé les chercher là où ils étaient. Les militaires tués, les fonctionnaires radiés, ceux qui étaient dans le village, qui n'étaient pas imprégnés dans la situation politique, qui n'ont rien à voir avec la politique, humiliés durant 3-4 ans. Donc ça, ces militaires, ces fonctionnaires radiés, ces villageois qui étaient tout au long de la rive étaient tous d'une seule ethnie, ou presque d'une seule ethnie, mes amis. Et plus de cela, il y a combien? Une centaine de villages rayés sur la carte. Mais pourquoi un problème socio-culturel? Pourquoi un problème de mouvement qui amène jusqu'à des tueries? On passe, parce que c'était des militaires, mais qui amène jusqu'à même rayer des villages qu'on ne sait encore. Il y a plus d'une centaine de villages qu'on a encore leur nom. Je vous dis, je parle avec des preuves à l'appui. Les noms des villages qui ont été raillés et ces populations déportées dont on a même détruit leurs pièces d'identité. Mais vous, quelqu'un qui fuit son pays, vous l'appelez à la frontière, détruisez votre pièce d'identité. Et à la fin, vous nous dites, quand ils reviennent, il faut prouver votre mauritanité pour être enrôlé. Alors que vous avez détruit leur pièce d'identité. Ces crimes, je dis que, et le nombre, je dis, deuxième facteur, le motif. Apparemment, on dit le motif. Mais moi, s'il y a quelqu'un de raciste, il ne peut pas me faire de moi un raciste. Oui, c'est ça la question. Parce que certains, je vois, ils disent que c'est à cause des flammes, mais vous savez, le penchant, on ne parle pas des mouvements bassistes qui ne veulent que
le parti arabe qui veut que toute la Mauritanie soit arabe. Mais je vous donne encore une autre preuve. Quand il y a des mouvements Azawad, ici au Mali, le mouvement Azawad, MNLA, dans les années 2011-2010, ils avaient leur bureau politique ici en Mauritanie. Mais pourquoi un pays peut, je ne sais pas, accueillir des indépendantistes d'un pays frère dans leur propre pays? Et pourtant, leur base de réplique, c'était la Mauritanie. Et pourtant, les médias mauritaniens ont été ouverts. Moi, j'en ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai connu 2 ou 3 leaders MNLA dans les émissions télé sur les plateaux. Je sors, ils rentrent, ou je rentre, ils sortent. Un d'eux, Aboubakar Ansari, que j'ai le contact jusqu'à maintenant. Pourtant, on est prêt à accueillir nos voisins, nos parents, ceux qui ont des liens avec nous du Mali, pour détruire le Mali, et on ne peut pas tolérer que les déportés soient au Sénégal. Ça montre, je m'excuse, mais ça montre le caractère raciste de tout ce qui se passe. Et je vous dis que le nombre de victimes, les 500 officiers tués, le 28 novembre 1990, les radiés, les anciens qui sont radiés, parce que souvent, j'entends aussi, dans mon rapport, vous le lirez, qu'ils disent que, voilà, au niveau de l'indépendance, c'est le colonisateur, souvent ça revient dans les Mauritanie, c'est le colonisateur qui a divisé le pays, qui nous a donné tel. Mais nous, on a combattu le colonisateur, culturellement, militairement. Mais pourquoi nous acceptons ce qu'il nous lègue? C'est pas, on ne peut pas comprendre ça. Moi, je dis qu'il est mauvais, le colonisateur. Je l'ai combattu culturellement. Je l'ai combattu par les armes. Je l'ai saché dans mon pays. Il me lègue un système discriminatoire. Mais je continue sur cette lancée. Ça veut dire que ce qu'il m'a légué me plaît. Et la Mauritanie, jusque-là, n'est présidée que par les Arabes. En tout cas, nous, qu'un d'entre vous nous dit qui a été tué. Et maintenant, l'autre aspect qui se pose, il nous dit quoi? Qu'il y a des Mauritaniens tués au Sénégal. Mais c'est normal, s'il y a les Mauritaniens qui sont tués au Sénégal, il y a des Sénégalais qui sont tués aussi en Mauritanie. C'est un conflit sénégalo-mauritanien. Mais nous, Mauritaniens, qu'est-ce qu'on a fait pour être abattus? Qu'est-ce que nos parents ont fait pour être abattus? Qu'est-ce que nos parents du Valais ont fait pour être humiliés? Des violations même. Il y a eu des violations. Oui, il y a eu des violations. Le Valais ne pouvait pas sortir après 17 heures. Le maison de Sarendogou est la parfaite illustration de ce qui se passe. Mes amis, je pense qu'il faut qu'on revienne. Et le premier problème qui se pose encore, c'est d'appeler passif humanitaire. On est très fort, comme je le disais au début, on est très pointu de nommer les choses autres qu'elles le sont déjà. Oui, passif humanitaire. On a dit qu'on a pris sur d'autres aspects. Oui. Mais à chaque fois qu'on veut justifier le mal de la Mauritanie, on peut prendre l'exemple de la France, on peut prendre l'exemple des États-Unis. Mais quand il s'agit je ne sais pas, de rendre la justice, on est miette. On dit que bon, voilà, dans tous les pays, il y a un problème. Oui, même la France, il y a la discrimination. Même la France a tiré des langues pour exister. Mais nous sommes là, nous tenons. Si nous n'aimions pas cette Mauritanie, si nous n'avions pas la cause de cette Mauritanie, si on ne porte pas la Mauritanie dans nos cœurs, nous ne serions pas là toujours à être victimes des humiliations culturelles, politiques, économiques à la longueur de ces années. Je fais une anecdote et je termine par là. Je suis une victime directe. Je termine sur ça, s'il vous plaît. Je termine victime. En 91, j'étais tout petit. J'avais à peine 12 ans. Et j'étais avec un ami dont le père était un lieutenant marin qui répondait au nom de Ismaïla Diakité. Ce petit était chez moi, on regardait les dessins animés. Donc, comme que c'est un cousin à plaisanterie, Kodendam, Diakité, mon père rentrait dans la salle, nous voyait, on regardait la télé. Il dit ça c'est le petit Niébé. Où est ton papa? Il dit mon papa est revenu hier. Donc, quand c'était chez moi en train de regarder la télé. 10 minutes après, c'était au 6e, on entend les coups de feu. Les coups de feu. Qu'est-ce qui était là? C'était ce type
nommé Ismaïla Diakité, que les militaires ont venu prendre de chez lui. En tant qu'homme courageux, en tant que militaire, il refusait. Il s'est armé. Il sait ce qu'il attend parce qu'il sait que tous avec qui il était rentré ont été soit attrapés à partir de Inal ou à Nouadhibou. Il est seul, par la magie ou par l'aide de Dieu, il a fui. On a entendu des coups de feu. Avant qu'ils arrivent, lui déjà, il a ouvert le feu. Il a blessé un officier aux épaules et lui, il a perdu l'arme tout de suite. Le gosse est resté chez moi. On ne comprenait rien. On dansait, on disait qu'il y a teuf. Après, les gens sortent, ils disent que c'est le colonel. Mon père dit au gosse de rester dans la maison. Jusque-là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et enfin, cet enfant a traversé le pays, traversé le Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il travaille aux Nations Unies, il a la nationalité française, il est agrégé en droit public. La Mauritanie a perdu un de ses fils. Et jusque-là, et moi aussi, je suis victime directe de cette... Parce que ça pouvait moi-même m'affecter dans ma mémoire en tant qu'enfant que j'étais. Donc, je termine. Il faut que nous ayons la lucidité. L'honnêteté politique de ne pas tout rendre parce qu'il y a les flammes, parce que tu as daté de coup d'État de 87. C'est pas la même chose. Nous, on ne parle pas de coup d'État de 87 parce qu'on a dit qu'ils ont été tués, même si le jugement est injuste. On en passe. Oui. Et si on dit toutes les victimes de l'État mauritanien, la liste serait longue. La liste serait longue. Parce que là, moi-même, je vais porter plainte. Oui. Parce que moi-même, mon papa a été limogé dans les années 86 jusqu'à 94. On le dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit que rien. Ben voilà, parce que voilà, l'État ne veut plus de moi. Oui. Qui est rentré au Sénégal pendant quelques années, qui est revenu. Mais moi, alhamdoulilah, je dis que moi, je ne bouge pas d'ici. Moi, je ne vais pas m'exiler, je reste là. Donc voilà, il faut qu'on essaye de regarder le problème face, avoir le courage, l'honnêteté, de ne pas toujours chercher à faire noyer le poisson. Je rappelle les nombres de victimes et je termine. Parce que c'est très long ce que j'ai à dire. Avec le temps, on me presse. Donc je n'arrive même pas à démontrer étape par étape. Les victimes, c'est qui? Ce sont les négros mauritaniens, qu'on ne le veuille ou pas. Oui, que quelqu'un me dit le contraire. Quel nombre? Il y a plus de 500 militaires, d'après ce qu'on dit jusque-là. Peut-être plus, les noms existent. À Inal, 28 novembre, 28 soldats pendus, mais 150 arrivés, 90 qui en ressortent. Les déportés, plus de 60 000, selon des chiffres officiels. Ce n'est même pas les chiffres de ce que nous avons. Les chiffres officiels, par HCR, les chiffres officiels. Et aussi la vallée, les humiliations qui se sont passées au niveau de la vallée et les fosses communes, Sorimale, Wochi, que moi-même j'ai. Vous venez dans une fosse, vous voyez 5 personnes, 10 personnes dans une seule fosse, avec les noms, la date et aussi l'exécution. Merci beaucoup.